سلام سلام. سلام سلام.
Salam, 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 mes amis. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, on refait le point sur l'affaire Didier Raoult contre The Lancet, la revue scientifique médicale britannique. Est-ce qu'elle n'est pas le point avancé dans la lutte en fait contre Didier Raoult? On en parle dans quelques minutes. Mais avant ça, je voulais dédier cette musique de Salif Keita à George Floyd. Ah, mais j'en suis presque certain. Sois le bienvenu, Frangin. Alassane, ciao. Merci beaucoup. Je pense que, oui, effectivement, on sera d'accord. Écoute, reste en ligne, on verra, tu pourras nous servir d'arbitre, en fait, dans ce débat-là. Merci beaucoup, Alassane, merci infiniment. Lui, c'est mon jeune frère. Alors, cette musique de Salif Keita est dédiée, en fait, à George Floyd. Pour ceux qui sont Depuis ce matin, en fait, les réseaux sociaux bruissent de mille bruits au sujet de cette énième cruauté policière, cette violence policière sans nom, qui s'exerce de façon implacable, toujours sur la même communauté, qui subit ces travers, ces violences, cette inhumanité. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il n'est pas normal que cette communauté, une des plus frappées, une des communautés qui subissent le plus fortement les contre-coups du Covid-19, soit encore frappée par cette violence policière absolument inqualifiable. Je dois dire que j'appelle la justice, mais je ne suis pas très optimiste. Je pense d'ailleurs qu'il ne se passera rien. Je pense qu'il ne se passera rien et que, comme d'habitude, notre indignation viendra s'émousser sur le silence des décideurs aux États-Unis, sur leur complaisant silence, sur le fait qu'ils ferment leurs yeux. Je pense que ça ne va pas changer. Ça ne changera pas. Nous pouvons cependant prier pour le repos de l'âme de George Floyd. Que Dieu ait son âme. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce live aujourd'hui? Parce qu'il y a eu l'affaire du The Lancet. Et pourquoi est-ce que nous nous sentons concernés sur cette affaire? C'est que Didier Raoult a énormément produit d'informations et il est par la force des choses, parce qu'il a été la sentinelle, la première à alerter sur ce qui se passait en Chine, le premier à proposer ce protocole de traitement, le premier à l'administrer, le premier à se tenir debout aux côtés des populations. Et cette position, cette posture qu'il a eue, notamment à Marseille, font que les chiffres sont proprement incroyables. Et dans tous les pays en fait qui ont utilisé le protocole Raoult, celui qu'on appelle le protocole de la Timone, on a noté que la mortalité a été aussi faible dès le départ. Donc je pense effectivement que nous lui devons quelque chose d'une part à Didier Raoult, et la seconde chose en fait, je pense que... Alors je vais enlever le son. La seconde chose, c'est qu'on est dans un conflit du type David et Goliath. Véritablement, on est dans un conflit de même nature que David et Goliath. Avec, pour David, un petit médecin de campagne, on va dire ça comme ça. Et je reviendrai là-dessus parce que ce n'est pas un petit médecin de campagne. Mais vous avez bien compris que je force le trait pour que nous comprenions tous bien ce qui est en train de se jouer actuellement. Ce qui se joue actuellement est absolument phénoménal et ça ne s'est jamais vu. En règle générale, le lobby pharmaceutique était plus discret. Le lobby pharmaceutique se faisait plus discret
et avait des stratégies d'influence. Mais là, agir ainsi, à visage découvert, en instrumentalisant les médias mainstream, et c'est ça, en fait, le sujet. Le sujet, c'est la riposte que les réseaux sociaux peuvent avoir contre cette manipulation de l'information dans cette période de crise sanitaire-là. Et nous nous insurgeons et nous nous inscrivons en faux pour que les choses soient bien claires. Alors aujourd'hui, on va parler de cette affaire-là et la première chose, en fait, c'est un cri du cœur. C'est dire que, écoutez, nous en avons tous un peu marre. Nous sommes actuellement dans une situation où toute certitude raisonnable est hors d'atteinte. Il y a des études, des contre-études qui se succèdent, et chaque camp réagit, on fait la holla chaque fois qu'une étude sort, et on fait une autre holla dans l'autre sens quand une contre-étude sort. Et les partisans, en fait, réagissent à celles qui servent leur cause, comme des supporters d'un club de foot, à un but marqué par leur équipe, et qui incriminent l'arbitre à chaque but encaissé. Et tout ça, je pense que ça vous parle plus de football, de sport de combat, et que c'est très très éloigné, en tout cas les liens sont très vagues avec ce qu'on a connu de la science. Donc il faudrait en fait qu'on rappelle déjà les faits. De quoi il s'agit? Quelle est cette histoire? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, il y a The Lancet, qui est une revue scientifique en fait, elle est britannique, hein, une revue scientifique médicale, qui a publié en fait une vaste étude observationnelle. Mais le problème, c'est qu'eux ne l'appellent pas étude observationnelle. Ils disent que c'est une étude clinique. C'est faux. Évidemment, on en parlera. Ce n'est pas une étude clinique, c'est une étude observationnelle. Et cette étude, en fait, pointe un risque accru de décès qui, de son point de vue, du point de vue donc de ses auteurs, est associé au traitement préconisé par le professeur Raoult. Alors, l'étude ne mettra pas fin au débat, ça c'est sûr, parce que depuis qu'elle a démarré, la controverse, depuis que le professeur a proposé en fait son protocole, la controverse est là. Et on appelle des fois un peu avec ironie le traitement miracle, le traitement digne de rebouteux, traitement de 1950. J'ai entendu Laurent Alexandre, le fondateur du site Doctissimo, qui est médecin aussi effectivement, dire en fait qu'il considérait que le professeur Didier Raoult avait une attitude qui était digne des rebouteux des années 1950. Alors il faut ensuite rappeler que tous les médias français, Le Figaro, Le Monde, Marianne, L'Observateur, LCI, et j'en oublie sûrement, oui, CNews, que ce soit de la presse écrite comme audiovisuelle, se sont évertués sur cette période-là à lyncher en règle la chloroquine et celui qui l'a proposé, celui qui l'a promu, celui qui l'a mis sur le devant de la scène. Et vous savez comment ils font, hein, tous les médias mainstream, ils ont commencé par affubler l'étude du Lancet, ce que j'appelle moi The Lancet Gate, du qualificatif de la plus grande étude internationale sur le sujet. Alors, manifestement, bon, de deux choses une. Soit ils ne l'ont pas lu, cette étude-là, soit ils ne savent pas ce que c'est une étude scientifique. Parce que l'étude qui est citée n'est même pas une macro-analyse. C'est-à-dire, en fait, dans le domaine de la recherche médicale, une macro-analyse, en fait, c'est l'étude critique de la littérature médicale qui essaie de synthétiser les articles internationaux qui sont parus sur une base de données fiables et qui sont référencés sur un sujet donné. Ici, en fait, à quoi nous avons affaire? Nous avons affaire à une collection de données, un ramassis, on peut utiliser ce terme, hein, de données non étayées, reposant sur des éléments non vérifiables et récupérés par un site privé à but lucratif. C'est ça qui se passe. Alors, on va le démontrer. Mais avant d'en parler, je voudrais quand même vous rappeler que il y a plusieurs ouvrages qui sont parus sur le sujet donc de la pharmacie contre la médecine.
et de la stratégie que poursuit l'OMS en lien avec cette stratégie-là. Donc il faut qu'on en parle, on va en parler dans le détail. Le premier livre qui est sorti, en fait, c'est celui de Marcia Angel, qui s'appelle La vérité sur les compagnies pharmaceutiques. Voilà. Et donc, dans la préparation de ce live, en fait, ce sont les sources, en fait, qui m'ont aidé à préparer ce live-là. Il y a le professeur Philippe Even, qui a écrit Corruption et crédulité en médecine. Il a fait ensuite un petit bréviaire, un petit récapitulatif, un répertoire des 4000 médicaments qui sont utiles, inutiles ou dangereux de son point de vue. Et puis on a le professeur Philippe Even dans son deuxième ouvrage aussi, qui a écrit un avertissement aux malades, aux médecins et aux élus, hein, qui est paru au Cherche Midi. Voilà. Donc, alors, avant de démarrer, c'est quoi une étude clinique? Parce que si on ne se rappelle pas ce que c'est une étude clinique, on va passer à côté. J'ai dit en fait que l'étude qu'on utilise en fait pour brocarder les travaux du professeur Didier Raoult est considérée comme une étude clinique par les médias mainstream. Alors une étude clinique c'est quoi? Ou un essai clinique si vous voulez. On peut le définir de façon simple, hein, comme une expérimentation au cours de laquelle on teste chez l'homme une hypothèse ou plusieurs hypothèses. On dit par exemple, alors quand on lance un médicament, avant ça il y a des recherches en fait in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, on va dire que c'est une phase théorique. Et au cours de la phase théorique, on vérifie en fait la capacité, ça peut être une des hypothèses, hein, la capacité d'un traitement à en finir avec un virus, un microbe ou des choses comme ça. Salut Pi, sois le bienvenu. À moins que ce soyez là, je ne sais pas. Soyez les bienvenus. Alors, un essai clinique sur un médicament, il vise en fait à mettre en évidence ou à vérifier les effets. Donc ça peut être vérifier les effets, identifier un effet indésirable, en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et la manière dont ça s'excrète du corps pour en définir l'efficacité et puis la sécurité d'emploi. Ce n'est pas ce qu'a fait l'étude qui est considérée comme l'étude du Lancet. Une étude clinique aussi, c'est 4 phases, hein, si on veut simplifier. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais tu n'es pas en retard, hein, on vient à peine de démarrer. Okay. J'expliquais en fait rapidement pourquoi je me prononçais sur ce sujet-là. Et ensuite, j'en suis aux définitions. Hein. Je fais mes devoirs, hein, bien comme il faut. Alors, une étude clinique, en fait, elle se déroule en 4... Salut Yeta, ça va? Elle se déroule en 4 phases. Il y a une phase de préparation. Et lors de la phase de préparation, en fait, il s'agit d'écrire de manière précise la question scientifique à laquelle on souhaite répondre, ou l'hypothèse qu'on cherche à vérifier, et on rédige en fait ce qu'on appelle un protocole de recherche. Il y a une deuxième phase ensuite de validation et d'autorisation par l'autorité compétente et le comité de protection des personnes. Il y a une troisième phase qui est une phase d'inclusion et de suivi qui marque le début donc concret, opérationnel de l'essai, avec l'inclusion des patients qui ont été recrutés généralement par leur médecin, qu'ils soient généralistes d'ailleurs ou spécialistes, et puis les informations qui sont recueillies au cours de l'essai sont adressées à un centre de gestion de données qui vérifie en fait la cohérence des informations et qui fait rentrer l'ensemble des données dans une base informatique. Voilà, un tableur de base ou ce que vous voulez. Et ensuite, il y a une dernière phase qui est une phase d'analyse et de publication. Donc, qui débute, cette phase-là débute lorsque la base de données est complète. C'est-à-dire que toutes les données pour tous les patients ont été entrées dans la base et qu'elle est cohérente, c'est-à-dire qu'aucune donnée n'entre en contradiction avec une autre. Et c'est là maintenant que l'analyse à proprement parler, qui consiste à regrouper les données et puis à les traiter, fait l'objet maintenant de rédaction d'un rapport d'étude et éventuellement de la communication du résumé de l'étude lors d'un congrès scientifique et de la publication d'un article dans une revue scientifique autorisée. Vous avez bien compris là que je simplifie à dessein le processus. Parce qu'évidemment, je passe sous silence par exemple la question de la révision devant un comité de lecture composé de scientifiques, je passe ça sous silence, mais à la fin, vous avez une étude qui est passée par ce processus, donc par ce filtre-là, et qui donc est considérée comme scientifiquement valable. Voilà. Alors, The Lancet
Donc c'est une étude en fait d'environ 96 000, mais je vais revenir dans le détail sur ces données-là. 96 000 personnes ont fait partie de ce qu'ils appellent cette étude clinique, mais en fait qui n'est pas une étude clinique, mais qui est plutôt une étude observationnelle. Et d'ailleurs, on en reparlera plus loin, parce que ce qu'on a reproché au professeur Didier Raoult, c'est de lui dire, en réalité au départ, ce que vous faites, vos études ne sont pas rigoureuses parce qu'elles n'ont pas respecté le protocole dont je vous ai parlé. Et on lui a opposé que ce n'était que des études observationnelles. Aujourd'hui, les gens qui le lui ont reproché empruntent la même méthode. Comment vous voulez être cohérent dans ce cas-là? Comment vous voulez être cohérent? Alors, une petite chose avant de passer, parce que c'est important que l'on comprenne bien de qui il s'agit. Qui est le professeur Didier Raoult? C'est qui? Alors, si vous allez sur le site web de Expertscape, qui est le site qui détermine le niveau d'expertise dans les domaines médicaux, et que vous tapez Communicable Disease ou maladie transmissible, alors le numéro 1, le nom numéro 1 que vous avez, c'est Didier Raoult. Mais attention, le site n'est pas français. Le site est américain. Et alors vous pouvez vous poser la question, mais je sais que vous l'avez et je vais vous répondre dessus. Comment le site classe-t-il les experts? Un des éléments, ils ne communiquent pas sur leur algorithme, sur les méthodes, les mécanismes en fait, qui permettent de classer les experts. Cependant, ils disent qu'il y rentre deux choses. La production scientifique, c'est-à-dire le nombre d'articles scientifiques qui ont été produits, et le lieu de publication de ces articles-là. Dire que si une publication scientifique est faite dans un organe prestigieux, sa valeur est supérieure à une publication faite dans un média, on va dire dans un média ami. Donc la valeur scientifique des communications, elle est indéniable. Alors, depuis 2010, le professeur Didier Raoult, en question de maladies transmissibles et d'infectiologie, c'est simple, hein, il est le numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qui est en cause, parce qu'on a vite fait de lui tresser, c'est un original, c'est un professeur foldingue, c'est un géo trouve-tout. On l'a affublé de tous les sarcasmes. Et il est pris au sérieux partout sauf chez lui. Mais bon, c'est bien connu, hein, nul n'est prophète chez soi. Mais je pense que sans le professeur Didier Raoult, on aurait eu des problèmes dans plusieurs pays où aujourd'hui le protocole du professeur Didier Raoult est le protocole standard. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Maroc, c'est le cas en Algérie, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne, c'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Mali. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par la force des choses, ce protocole de traitement s'est imposé comme un protocole number one. Et je vais vous parler des auteurs après de cette étude. Mais avant cela, parlons du Lancet. C'est quoi The Lancet? The Lancet, c'est la revue médicale la plus estimée au monde, la plus estimable, la plus cotée en matière de science. Elle a été... il y a en fait en 2016, le rédacteur en chef de cette revue s'appelle le docteur Richard Horton. Il avait écrit en fait, il avait fait une annonce dans laquelle il disait en fait qu'un nombre scandaleux de publications d'études, je le cite là, sont au mieux peu fiables quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus d'être frauduleuses. Et il poursuit en disant que les grandes compagnies pharmaceutiques falsifient ou truquent les tests sur la santé, la sécurité et l'efficacité de leurs divers médicaments, en prenant des échantillons trop petits pour être statistiquement significatifs, ou bien, pour les essais, embauchent des laboratoires ou des scientifiques ayant des conflits d'intérêts flagrants. Ils doivent plaire à la compagnie pharmaceutique pour obtenir d'autres subventions. Au moins la moitié de tous ces tests ne valent rien ou sont pires, affirme-t-il.
Donc voilà ce que nous disait le docteur Horton, le rédacteur en chef du The Lancet, en 2016. Et c'est lui aujourd'hui qui, publiant une étude, veut nous faire croire que cette étude, elle est fiable. Alors, regardons en plus dans le détail ce qu'il dit. Il dit bien, et écoutez bien, que les laboratoires, les grandes compagnies pharmaceutiques, pour leurs essais, embauchent des scientifiques ayant des conflits d'intérêts flagrants qui doivent plaire à la compagnie pharmaceutique pour obtenir d'autres subventions. Alors, qui donc sont les auteurs de cette étude? Qui sont-ils? Bien, regardons-les dans le détail. Alors, le chef de cette étude, en fait, c'est le docteur Mandip Mehra, qui est cardiologue dans le service de Brigham et Women's Hospital Heart and Vascular Center de Boston. C'est quoi son activité principale? C'est d'aider les entreprises du médicament à vendre leurs drogues. Je pèse mes mots. C'est aider les entreprises pharmaceutiques à vendre la drogue qu'elles produisent. Alors, pas bénévolement, bien entendu, il est payé, et il est assez grassement payé pour faire ça. Il a reçu donc des émoluments des laboratoires Abbott, Medtronic, Janssen, Mesoblast, Portola, Bayer, Bain, Nupulsec, Feinherth, Leviticus, et j'en oublie certainement. Mais il n'est pas le seul. Il y a le docteur Sapan Dessa. Il est chirurgien vasculaire, fondateur de Surgisphere Corporation, firme privée, et il est responsable d'une grande partie de l'acquisition des données de cette étude. Après, nous avons Frank Rutschik, qui est cardiologue à Zurich. Il a été payé comme conseiller de laboratoire, comme responsable d'essais thérapeutiques, et il fait aussi des conférences et des travaux qui sont rémunérés par, tenez-vous bien, Big Pharma. Ça vous dit quelque chose? Et pour certains, à son compte universitaire. Alors, tous ces gens-là dont je viens de vous parler, aucun d'entre eux n'est infectiologue. Aucun d'entre eux n'est infectiologue. 1. 2. Aucun d'entre eux n'a traité un seul malade atteint de Covid-19. Aucun. C'est très curieux, non? Vous ne trouvez pas? Mais ce n'est pas tout. Le fameux docteur Mehra, dont je vous ai parlé, anime des conférences pour Gilead. On se souvient de la rivalité qui a été mise en scène et qu'on a vu un peu partout entre Gilead, qui est producteur du médicament le Remdesivir, qui peine d'ailleurs à prouver son efficacité contre le coronavirus, malgré des investissements massifs, et l'hydroxychloroquine, qui est le petit médicament minable inventé il y a 70 ans et qui n'est pas aussi tendance que ne le voudraient en fait certaines personnes. Et il se trouve en fait que l'étude qui met en cause justement l'hydroxychloroquine a été pilotée par Mandip Mehra, le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça doit être une coïncidence sûrement, mais bon, je n'y crois pas beaucoup. L'intéressé, le docteur, dit qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt dans cette affaire. Aucun conflit d'intérêt. Par contre, ce n'est pas la seule coïncidence. Quand vous allez sur son profil LinkedIn, Dr Mehra dirige le centre de cardiologie de l'hôpital de Brigham à Boston, qui a testé le Remdesivir à grand renfort de publicité. Tiens donc, c'est le même. Je vous dis que le Remdesivir est un des protocoles de traitement du coronavirus. Le docteur qui est le chef de cette étude est le responsable du centre de cardiologie de l'hôpital de Brigham à Boston, qui a testé le Remdesivir à grand renfort de publicité. C'est aussi lui qui est le chef de l'étude qui, assez paradoxalement, brocarde, mais assez sévèrement, épingle violemment le médicament, qui est peut-être un petit médicament, en tout cas qui ne coûte pas cher, mais qui est un sérieux concurrent aux médicaments de la société qui le paye. Donc voilà un médecin assez curieux qui travaille main dans la main avec Gilead
qui est le rival des remèdes de Raoult, et qui produit une étude pour dire que Raoult est un charlatan. Comment on peut imaginer une demi-seconde qu'il y aurait un conflit d'intérêts? C'est pas possible. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ce monsieur est un scientifique objectif. Mais c'est des farceurs. Ces gens sont des farceurs. Parce que le conflit d'intérêts, s'il y en a, il est caractérisé. Ce monsieur on nage en plein conflit d'intérêts. On nage en plein conflit d'intérêts. Et donc, poursuivons avec nos excellents auteurs, le fameux Desai, le docteur Sapan Desai. Alors, lui, c'est le deuxième auteur de cette étude. Si vous allez regarder sur Internet, sur Business Wire, il dit en fait que, qu'est-ce qu'on y découvre en fait? Il est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Surgisphere. Surgisphere, quelle est l'activité principale de cette étude? C'est produire des tests pour dépister, vous savez quelle maladie? Le coronavirus. Coronavirus, oui. Surgisphere produit des tests pour dépister le coronavirus. Alors là, par contre, le mec, il n'a pas de conflit d'intérêt. Hein, parce que lui, son problème, en fait, c'est que le produit de Didier Raoult prévient cette maladie, empêche, en fait, cette maladie d'arriver à un stade sévère, et donc empêche les gens de tomber malades et d'avoir donc des problèmes respiratoires. Et ce monsieur qui produit les tests, dont la survie de l'entreprise dépend de la poursuite de l'épidémie, ce monsieur fait partie des auteurs de l'étude The Lancet. Ensuite, vous avez le fameux Frank Ruchitska, le vieux compagnon de route de Gilead. Alors, Frank Ruchitska, c'est un cardiologue de Zurich, en fait, et ses liens avec Gilead sont moins apparents. Il travaille au centre de cardiologie de Zurich, en fait, ce centre-là a testé le médicament qui s'appelle le Darusentan. Ce médicament est produit encore par Gilead. Cette collaboration ne s'est pas arrêtée là. Gilead semble être un financier régulier de l'université de Zurich. Si vous regardez, il y a un article scientifique qui date de 2019 en fait sur Internet, qui a été publié dans une revue en fait d'importance, qui s'appelle Nature. Mais ça ne veut pas dire en fait que le docteur a menti dans cette étude, c'est pas le sujet. C'est juste de dire que il appartient à une entité qui est subventionnée par Gilead et Gilead lui est en lutte ouverte contre l'hydroxychloroquine et il n'est pas le seul à pouvoir être suspecté de conflit d'intérêts dans cet article-là qui est publié par le Lancet. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Amit Patel. Et lui travaille pour une autre industrie pharmaceutique qui s'appelle Merck. C'est le quatrième signataire de l'étude en fait. Et lui, il a signé une étude en fait sur l'efficacité d'un médicament qui est produit par Merck, qui s'appelle l'ivermectine, dans la lutte contre le coronavirus en fait. Vous voyez? Alors, il écrit d'ailleurs sur le réseau social Reddit en fait, un post tout à fait particulier, et le post est en anglais. Okay, mais je vous le lis en français. Il est vendu sous la marque Stromectol et produit par Merck. Les actions Merck ont un peu bougé hier. Souvenez-vous comment l'action Gilead a fait un bond de 15% hier sur la foi d'une rumeur. Il y a pourtant une évidence d'efficacité plus solide qu'un simple peut-être. Alors, ce monsieur donc n'est pas juste un chercheur qui cherche. C'est aussi un chercheur qui investit en bourse, fait des calculs sur les cours et travaille objectivement, roule en tout cas de manière évidente pour les intérêts de Merck. Donc voilà. Alors, cette affaire donc de The Lancet, parce que pourquoi moi ça m'intéresse en fait, c'est que le problème, dans les pays africains, aujourd'hui, on a eu un niveau assez faible de, comment on va dire, de mortalité, un taux de mortalité très faible, mais si on touche aujourd'hui aux questions qui nous rassurent, les questions médicales, les questions sur lesquelles nous sommes certains aujourd'hui que les pays africains, le Sénégal, le Mali, etc.,
maîtrise le protocole de traitement du professeur Didier Raoult. Les coûts ne sont pas dispendieux. Dans la plupart des pays africains, il y a déjà eu des unités de production de chloroquine. Au Mali, il y a eu l'UMPP, l'usine malienne de production de produits pharmaceutiques. Au Burkina, je pense qu'il y en a une, j'ai oublié le nom. Au Sénégal, on a eu la CIPOA, etc., etc. Donc on est dans une situation où si l'hydroxychloroquine, la molécule à base de chloroquine, passe, si on ne démonte pas cette molécule-là, le risque est grand que dans les pays africains, ils s'en sortent et que le marché disparaisse. C'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Oui, exactement, mais Mika, tu as tout à fait raison. Aucun de ces médecins n'est virologue ni infectiologue. Il n'y a que Didier Raoult qui est infectiologue. Mieux, mais Mika, ce que tu dis est intéressant. Mieux, il n'y a pas que Didier Raoult qui est infectiologue. Hein. Didier Raoult est le numéro 1 de l'infectiologie. Tu sais où? Au monde. Et je vous invite à faire le test. Hein. Allez sur Internet, vous tapez Expertscape, dans expertscape en fait, .com. Salut Nani, sois la bienvenue. Expertscape.com et vous tapez Communicable Disease dans le moteur de recherche et vous allez voir dans quelle position apparaît le professeur Didier Raoult. C'est le meilleur. No way, c'est le meilleur. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec cette étude-là? Alors, il faut savoir d'abord que cette étude-là, dont on fait beaucoup de cas, en fait, quelles sont les sources de cette étude-là? C'est les registres d'hôpitaux. Mais quels hôpitaux? Les hôpitaux essentiellement américains. 69% de la population de cette étude est natif des États-Unis. 69% des personnes qui ont participé à cette étude, des malades qui ont été concernés par cette étude, sont des natifs américains. Ces registres ne sont pas publiés dans la littérature internationale, ils ne sont pas accessibles via Internet, contrairement aux registres sur lesquels les autres travaillent. Les valeurs et les données médicales n'ont jamais été vérifiées par des médecins indépendants. L'article en question ne constitue donc qu'une somme de données de valeur incertaine provenant de sites dont la sélection est possiblement biaisée. Je vous rappelle que Gilead Science, c'est une structure américaine basée sur un fonds d'investissement américain. On y reviendra d'ailleurs parce que c'est important de savoir qui est Gilead, qui est le financier de cette étude-là. Quand on sait ça, il faut savoir que dans de nombreux pays du monde, les patients qui sont suspectés d'être malades du Covid sans preuve ont été automatiquement classés Covid-19 sur la recommandation de l'OMS. Mais aussi pour un intérêt financier évident des institutions, puisque les hôpitaux américains, italiens, français, allemands, espagnols, les malades qui sont classés Covid-19 sans test le plus souvent, sur simple impression du médecin, entraînent une attribution de moyens financiers plus élevés, et encore plus si les patients avaient été ventilés. Alors comment de telles imprécisions ont-elles pu conduire à une publication aussi douteuse et comment une publication aussi douteuse a pu avoir un écho aussi incroyable dans les médias? Écoutez, c'est pas compliqué. Hein. C'est une entreprise. Les médias sont dans une entreprise de désinformation, purement et simplement. Et ce qui me semble bizarre, c'est pourquoi les médias africains ne font-ils pas le point sur cette étude-là? Cette étude est un tournant dans la lutte contre le Covid-19. Cette étude est un tournant et elle aura un impact sur le financement de la maladie du Covid-19. Cette étude aura un impact sur la manière dont les pays africains financeront le riposte au Covid-19. Pourquoi diable les médias africains ne se mêlent-ils pas de cette question? C'est un sujet qu'il faut qu'on pose. Exactement, Alassane, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est le point que je vais aborder là tout de suite.
l'étude, et c'est ce que dit mon jeune frère, et il a raison de le dire, l'étude Lancet n'a concerné que les cas graves, alors que Raoult dit d'administrer son protocole au début de la maladie. C'est ça le sujet. Raoult n'a jamais dit que la maladie traitait les cas graves. Il disait que la maladie, faisant baisser la charge virale, empêchait les malades de passer dans une phase sévère et donc de tomber dans une détresse respiratoire qui oblige les médecins, les hôpitaux, à intuber les patients et à les mettre sous assistance respiratoire. C'est ça le sujet. Alors, de quel malade s'agit-il? Et c'est bien, Alassane, que tu me tentes justement la perche pour aborder cette question-là. Parce que, de quel malade s'agit-il dans cette affaire-là? L'article du The Lancet ne s'intéresse qu'aux malades hospitalisés. Vous savez comment ça se passe quand on est suspecté de Covid-19. En fait, on va faire un test à l'hôpital. Et si on est testé positif, dans tous les pays au départ, c'était ça la règle, vous repartez chez vous et vous vous isolez. Et les seuls moments où vous étiez hospitalisé, c'était le moment où vous tombiez malade et que vous aviez des symptômes de la maladie. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous étiez hospitalisé. Alors, qu'est-ce que dit le professeur Raoult? Il dit en fait que le but du traitement, c'est justement d'éviter l'hospitalisation en traitant les malades tôt dans l'évolution de la maladie. Si vous voulez résumer la position du professeur Didier Raoult, il a dit tester, isoler, traiter. C'est simple. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert en recherche médicale, en médecine, pour comprendre cette question-là. Ce que dit le docteur Didier Raoult est simple. Tester, isoler, traiter. C'est d'une simplicité biblique, d'une simplicité enfantine. Ensuite, cette étude-là, dont on a dit justement, parce que vous savez, vous vous souvenez sûrement, au début, on avait dit en fait que l'étude, vous vous souvenez, le professeur Didier Raoult a fait une vidéo qu'il avait appelée Covid-19, fin de partie pour le Covid, en disant que ça y est, c'est terminé. On a trouvé le traitement en Chine, ça fonctionne, et lui, il avait une petite étude sur environ 69 personnes, étude observationnelle. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait le reproche en lui disant que cette étude n'était pas fiable parce qu'elle n'était pas en double aveugle, elle n'était pas randomisée, elle n'était pas en double aveugle et elle n'était pas aléatoire. Non randomisée, non aveugle et sans groupe témoin. C'est ça qu'on avait utilisé pour critiquer les travaux de Didier Raoult, qui eux au moins étaient des travaux prospectifs. Mais cette étude-là dont il est question, elle est rétrospective. C'est une étude observationnelle qui compile des données historiques, 96 000, et qui a décidé de les analyser, c'est tout. Si l'étude du Lancet avait eu pour but d'étudier le devenir des échecs de la chloroquine selon le schéma marseillais, elle aurait pu avoir un sens, à condition de ne pas tirer de conclusions générales et impersonnelles sur l'ensemble des patients traités par ce schéma. Mais identifier seulement les échecs d'un traitement pour soi-disant évaluer l'intérêt du traitement, mais c'est d'une malhonnêteté intellectuelle et de toute façon ce n'est pas scientifique. Mais c'est quoi le biais scientifique? Le biais scientifique, c'est analyser les données seulement sous un angle, en oubliant les autres angles, les autres aspects qui pourraient exister. Alors, prenez l'exemple, on peut utiliser un exemple en fait. C'est comme si on utilisait, pour vérifier l'efficacité de la vaccination contre la rougeole, on regarde en fait les hospitalisations des dernières apparitions de la maladie. On peut dire que la vaccination est inefficace, puisque la grande majorité des malades ont aussi été vaccinés. C'est ridicule. C'est ridicule. Ah oui, ça c'est une très bonne idée, Yeta, ça c'est une très bonne idée. Ce serait effectivement, ce que dit Yeta en fait, un moyen simple de faire stopper les manipulations, les manœuvres en fait de l'industrie pharmaceutique américaine, c'est d'organiser un boycott de produits américains non essentiels en Afrique. C'est une idée de génie. Et je pense en fait que c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment engagés, suffisamment mobilisés, que ces choses-là nous arrivent.
Les groupes pharmaceutiques américains sont quasiment en terrain conquis dans nos pays. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est juste inacceptable. Et nous acceptons tout ça. Nous acceptons tout ça. Alors, qu'est-ce que cette étude conclut en termes de mortalité? Elle dit en fait que sur la surmortalité, donc après le chloroquine, après le traitement à la chloroquine, c'est qu'ils disent que la mortalité est très élevée. Or, ces études, elles sont biaisées. Sont biaisées par quoi? Mais par l'échantillonnage. C'est quoi un échantillonnage? Il faut qu'on se rappelle, c'est quoi un échantillon? Un échantillon, c'est une partie d'un ensemble. Mais ce n'est pas tout. Parce que s'il n'y a que cet élément-là, on passe à côté de quelque chose. Un échantillon, c'est une part d'une population globale, mais qui est représentative de la globalité. Or, s'ils avaient fait un échantillon en prenant et les malades qui ne sont pas passés en phase sévère, donc qui n'ont pas été hospitalisés, et les malades qui ont été hospitalisés, en leur administrant aux deux groupes, parce que c'est ça, il faut deux groupes, un groupe de contrôle qui n'a pas le médicament et un groupe qui est traité avec le médicament. Mais dans les deux groupes, il doit y avoir un échantillon représentatif de la dispersion statistique des malades et des porteurs sains dans la population. Donc, leur étude est biaisée au départ. Et nous acceptons cela. C'est-à-dire que, et c'est ça, moi, qui me semble curieux, c'est qu'aucun média mainstream n'a parlé de ce biais statistique important dans l'échantillonnage. Alors, évidemment, on doit parler aussi d'autre chose, c'est de leurs a priori. Les auteurs, quand je vous dis que les auteurs sont dans une situation de conflit d'intérêts manifeste, est-ce qu'on peut douter une demi-seconde qu'il y a un préjugé, qu'il y a une théorie au départ qui vise à invalider les travaux et l'efficacité donc de la chloroquine? Il n'y en a pas, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le risque de trouble du rythme cardiaque de la chloroquine toute seule est connu depuis 70 ans. Ça fait 70 ans que l'on sait que quand vous prenez de la chloroquine, vous avez de la tachycardie. Vous avez potentiellement le rythme cardiaque qui s'accélère. Oui, et ça, le professeur Didier Raoult l'a dit à suffisance, il dit la chose suivante. Il dit que quand nous recevons les patients testés positifs, avant de les mettre sous traitement, on leur administre ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Mais diantre, à quoi sert un électrocardiogramme? À quoi sert un ECG? Mais à déterminer s'il y a des troubles du rythme cardiaque chez le patient. Et ceux qui ont un trouble du rythme cardiaque sont mis de côté et sont traités sous surveillance hospitalière. C'est ça le sujet. Et puis, le risque de trouble du rythme cardiaque, il a été démontré, et depuis plus de 70 ans, qu'il est largement inférieur à 1%. Largement inférieur. Alors, mais il faut être sérieux aussi. La possibilité d'augmentation du rythme du risque en fait du trouble du rythme cardiaque, elle est accrue par l'association à l'azithromycine. Parce que l'azithromycine, en fait, qui est un antibiotique, en fait, ne peut pas être exclu chez les personnes âgées. Surtout quand elles ont une comorbidité qui est lourde. Les comorbidités, vous le savez bien, c'est les maladies de la tension artérielle, maladies cardiovasculaires, le sida notamment, le diabète, etc., etc. Donc, celles qui ont des comorbidités sont plus exposées à ce trouble du rythme cardiaque-là que les autres. Donc, à celles-là, il faut une surveillance accrue. C'est ça. Actuellement, la plus grande étude prospective qui a été publiée sur ce problème, c'est celle du professeur Raoult, qui n'a observé aucune complication cardiaque mortelle de la chloroquine. Je rappelle que le professeur Didier Raoult a traité 3600 personnes je vais vous dire ça, le 22. Au 22 mai, il avait traité plus de 3600 personnes. Donc c'est celui qui avait traité la plus grande base sur un site de personnes souffrant du Covid-19.
Ceux qui lui reprochent que la chloroquine n'est pas bonne n'ont pas traité une personne. N'ont pas traité une personne. Je vous dis que les médecins dont je vous ai parlé qui ont fait l'étude sont des cardiologues, pour la plupart. Et de toute façon, aucun d'entre eux n'est un infectiologue. Comment peut-on laisser faire des choses pareilles? Comment peut-on laisser faire des choses pareilles? J'ai pris un exemple pour que vous compreniez bien. Jusqu'au 30 mars, en Italie, vous aviez en fait des tendances de mortalité journalière qui étaient en train d'augmenter régulièrement. Entre le, je prends entre le 18, entre le 18 et le 8 avril. Entre le 18 et le 8 avril, il y a sans chloroquine, parce qu'au départ, ils ont commencé à utiliser la chloroquine le 9 avril en Italie, le 9 avril. Entre le 18 et le 8 avril, la courbe, si vous la voyez, je ne peux pas vous la partager malheureusement, si vous voyez la courbe en fait, elle est haussière. On est passé de 368 à 429, 429 à 601, 601 à 685, 685 795, 795 839, 839 971. Quel est le jour où ça a commencé? Quel est le jour où on a opéré la rétroversion de la courbe? Alors évidemment, mes chiffres ne sont pas sujets à caution, puisque c'est les chiffres de l'OMS. C'est l'OMS qui donne ces chiffres-là. Et ils ont été compilés par le docteur Gérard Delpine le 3 mai 2020. Donc allez chercher sur Internet, c'est disponible. Donc à partir du 9 avril, nous avons une inversion de la courbe. Elle commence à baisser. Elle passe 760, 760 et elle termine, je pense, le 3 mai à 285, depuis l'utilisation de la chloroquine. S'il n'y a pas de lien de cause à effet, j'en mange mon chapeau. S'il n'y a pas de corrélation entre les deux, il y a bien quelque chose. On observe que la courbe commence à baisser à partir de l'utilisation de la chloroquine. Ensuite, il faut savoir aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une étude de ce type-là, elle coûte... Ah, salut Pi, ça va bien? Une étude de ce type-là, avec 96 000 personnes, ils l'ont évaluée, hein, les spécialistes en fait l'ont évaluée à environ 50 millions d'euros. Vous imaginez? 50 millions d'euros. Mais qui peut financer une telle étude? C'est sûrement pas le Lancet. Le Lancet qui est un journal de recherche médicale et qui n'a pas ces subventions-là. C'est juste impossible. Ce n'est pas possible. Par contre, et c'est là que c'est important de savoir qui est Gilead. Gilead est celui qui a financé cette étude-là. Celui qui a financé cette étude en mobilisant les 4 auteurs de cette étude-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont en conflit d'intérêts manifeste et de toute façon dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de Gilead, puisque c'est Gilead qui paye les recherches qu'ils font. Leur intérêt bien compris, et c'est là le conflit d'intérêts. Leur intérêt bien compris, mais c'est d'aboutir à des conclusions qui sont favorables à Gilead. Qui est Gilead? Gilead, c'est le fabricant du Remdesivir. Oui, Remdesivir. Et le Remdesivir, c'est le médicament qui est le plus célèbre concurrent, avec le Kaletra bien entendu, mais le plus célèbre concurrent de qui? L'hydroxychloroquine. Je vous donnerai tout à l'heure les chiffres, les prix, les coûts du traitement. Et vous allez voir que ce qui se joue est une affaire hautement économique. Ce n'est que ça. Gilead, en fait, c'est une énorme entreprise en termes de capitaux. Hein. Gilead, c'est 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, je n'ai même pas fait le calcul en francs CFA. Vous faites x 550, quoi, et puis c'est tout. 550, ça fait 5500. Ouais, c'est ça. 5500. 5500 milliards de francs CFA de capitalisation boursière.
c'est un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars. Et le résultat net de 2019 de Gilead, c'est 5 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est ça qui va dans la poche des actionnaires à la fin de l'année 2019. Alors évidemment, vous vous doutez bien que le laboratoire américain n'est pas l'alter ego de l'IHU Méditerranée, l'Institut hospitalier universitaire Méditerranée, de la Timone. Ce n'est juste pas ce n'est pas son alter ego. Le budget annuel, parce que je l'ai comparé et c'est pour vous donner un ordre de grandeur. L'IHU, son budget annuel global, et pourtant, Dieu sait que c'est une grande boîte, hein, 75 millions d'euros. 75 millions d'euros. Vous savez combien de millions d'euros il faut pour faire 1 milliard? On est sur des proportions de fois 100. Non, fois 1000. Ce que je raconte, fois 1000. C'est quasiment 900 fois plus. Juste, je parle de 1 milliard. 1 milliard, et vous allez voir, 1 milliard, c'est ce que Gilead consent pour fabriquer le remdesivir. 1 milliard, c'est ce qu'aura coûté le projet du remdesivir à la fin. Et il faut se rappeler que Gilead, en fait, n'est même pas en train de réinvestir. Gilead avait le remdesivir, et initialement, le remdesivir devait soigner la maladie à Ebola. Vous vous souvenez? Et moi, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Comment ces mecs, en fait, je sais bien que c'est une maladie infectieuse, mais quand même, comment ces mecs, ils utilisent un médicament pour traiter le Ebola, et puis ensuite, le temps change, nouvelle épidémie, qu'est-ce qu'ils font? Ils réorientent simplement leurs médicaments pour traiter le coronavirus. Alors, c'est ça le sujet. C'est que le David par rapport à David et Goliath, le David de Marseille est un fou furieux parce qu'il a osé se frotter aux géants américains de la pharmacie alors que lui, il est un nain de jardin, quoi. En comparaison, c'est un tout petit, c'est un nain. Alors, et c'est ça le sujet. Le sujet, en fait, c'est quand vous vous attaquez à Gilead, vous vous attaquez en fait au fonds d'investissement américain. Et c'est ça le sujet, c'est qu'à partir d'un certain moment, il faut comprendre que, à travers ces informations-là, Gilead est une affaire qui tourne en fait. Ses propriétaires détiennent une pépite en fait. Et cette pépite, c'était quoi? C'est le remdesivir. Vous savez, ça a été testé en grande pompe, je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'Institut de Boston. Et justement, il se trouve que le directeur général de l'institut dans lequel ça a été testé est le chef de projet de l'étude du Lancet. Chef de projet. Vérifiez bien, hein, je vous donne son nom pour que tout le monde le connaisse. C'est Dr Mandip Mehra, d'origine indienne. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Quand eux ont investi 1 milliard dans le développement de ce vaccin, de ce traitement, mais qu'est-ce qu'ils en attendent à votre avis? Mais elle doit cracher du cash. Est-ce que vous savez que depuis le début du coronavirus, l'action de Gilead a augmenté de 72%. L'action de Gilead a augmenté de 72% depuis le début du coronavirus. Vous doutez bien que ce n'est pas juste une affaire de qualité du traitement. À la limite, ils s'en moquent de la qualité du traitement. Mais qui sont les actionnaires? En fait, si vous regardez dans la liste des actionnaires de Gilead Science, le fonds d'investissement, en fait, vous avez en tête de Gilead Science le Vanguard Group. Donc, c'est le rival de BlackRock. Alors, BlackRock, en fait, vous en avez certainement entendu parler. C'est le concurrent, celui qui avait travaillé, en fait, sur la réforme des retraites en France. On en a parlé énormément. C'était lui qui était censé être le fonds, justement, qui avait intérêt à toute la réforme des retraites qui se bâtissait en France. Donc, le Vanguard Group, c'est l'équivalent, c'est le concurrent, en tout cas direct, de BlackRock. Et on l'ignore, en fait, en France, le Vanguard, en fait, c'est l'actionnaire de Apple. Actionnaire de Apple, et il possède 5% des actions de Amazon. Vous vous souvenez, on en a parlé dans la géopolitique de la pandémie. Les GAFA, c'est les plus grosses entreprises du monde,
Et dedans, en fait, Vanguard Group, ils ont 5% de Amazon. Et ce fonds donc constitue un maillon essentiel dans l'hypercapitalisme des grandes sociétés dont on avait parlé, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ce groupe-là gère plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs. Alors aussi, en France, hein, ça il faut le savoir, parce que vous avez vu Olivier Véran qui s'est empressé d'aller fermer le robinet en enlevant l'autorisation de prescrire l'hydroxychloroquine. Rapidement, là, il a rapporté le décret. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais parce que Vanguard a investi en France en achetant des parts de Michelin et du groupe Pernod. Oui. Alors, vous vous doutez bien que, sans être, je me doute que peut-être qu'on ne leur fait pas de chantage, mais l'État français a aussi un intérêt bien compris à jouer la pédale douce. Hein? Oui, exactement. Alors, tonton Berindia, sois le bienvenu. Merci beaucoup, tonton. Je suis très content de te voir. Alors oui, alors, les gens qui sont contre le professeur Raoul proposent en fait le remdesivir. Alors, il y a plusieurs protocoles, hein, qui sont proposés. On a le remdesivir, on a le Kaletra. Alors, je vais vous donner les. On a le remdesivir, on a le Kaletra, on a l'hydroxychloroquine, et puis il y en a d'autres, hein. Et c'est ça qu'ils proposent, mais ils le proposent à des coûts totalement dispendieux, des coûts qui n'ont rien à voir avec les coûts de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine coûte environ 3 000 francs, tout le traitement. C'est-à-dire pour les 10 jours de traitement, ça coûte environ 3 000 francs. Et le truc, comment s'appelle, le remdesivir, pour vous donner cet exemple-là, une étude, mais on va en parler tout à l'heure, parce que j'ai un point dessus justement pour vous en parler tout à l'heure. Le deuxième actionnaire, c'est Capital Research and Management. Donc c'est un autre fonds qui a été créé au début des années 30 en fait, qui gère aujourd'hui 1300 milliards d'actifs. 1300 milliards de dollars d'actifs. Et c'est un fonds qui est bien connu en France parce que c'est le premier actionnaire du groupe Accor. Il est aussi présent au capital de la Caisse des dépôts et de consignation de France. Il est présent au capital de Veolia, de Bouygues, de Schneider, de la Société Générale, de Pernod, et puis tenez-vous bien, d'Air France. Aujourd'hui, donc, vous avez les grandes entreprises françaises qui sont dépendantes des interventions et surtout du cash, des liquidités du fonds Capital Research and Management. Donc, sans le savoir, beaucoup de salariés français travaillent déjà pour rémunérer cet actionnaire. Ensuite, vous avez, et je vous avais déjà parlé en fait allez voir, hein, sur expertscape.com, le premier expert mondial des maladies transmissibles s'appelle Didier Raoult. Ceux qui le combattent ne sont pas infectiologues. Ceux qui le combattent n'ont pas traité de patients malades. Ceux qui le combattent n'ont surtout pas le taux de mortalité extrêmement faible, qui tourne autour de 0,05%, que lui a. Et ensuite, il faut rappeler que sa philosophie, c'est dépister, isoler, traiter. Et que c'est à ça que nous devons qu'à Marseille, on meurt moins que partout ailleurs en France. On meurt moins. Les gens faisaient le rang pour être testés. Alors, en résumé, donc, pour moi, cette affaire, elle est simple. C'est le lobby pharmaceutique contre le petit médecin de campagne. C'est tout. Parce que les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut tout de suite comprendre que le professeur Didier Raoult a semé un gros bordel dans les plans d'investissement de Gilead. C'est tout. C'est tout. En fait, ils avaient des plans d'investissement et ils avaient un revenu qui a déjà été estimé, hein, puisque vous savez, quand vous êtes coté en bourse, vous êtes obligé de tout communiquer sur Internet. Quand vous êtes coté en bourse, vous êtes obligé de publier sur Internet les méthodes de détermination de vos revenus. Vous mettez votre business plan, mais vous mettez toute l'information financière qui permet de statuer sur la sincérité et la fidélité de votre situation, de la situation économique et financière de votre entreprise, et qu'elle est conforme au niveau de l'action. Et donc, le revenu estimé de Gilead pour 2020-2021, il était, tenez-vous bien, 2,5 milliards de francs CFA. De dollars. 2,5 milliards de dollars. Alors, c'est compliqué.
Et pourquoi c'est compliqué pour le laboratoire américain? Parce que le produit, justement, l'hydroxychloroquine, il est tombé dans le domaine public. Il n'y a pas de brevet dessus. Il n'y a pas d'argent à se faire. Et il est peu coûteux, en fait. Il ne coûte rien. Alors, entre suivre un savant fou qui pèse rien du tout et qui ne s'entend pas, qui est un peu fâché avec les gens de Paris, parce que bon, ça par contre, c'est le fameux OM PSG qui est reproduit en fait dans la médecine. On a effectivement les gens de Marseille qui regardent de façon suspecte les gens de Paris, et les gens de Paris qui, du haut de la tour Eiffel, toisent un peu les gens de Marseille. Et c'est ça le sujet. Le sujet, en fait, c'est que l'aristocratie parisienne, et c'est ça, c'est eux qui sont sur les plateaux de télé, c'est eux qui vont partout, sur tous les médias dont je vous ai parlé, LCI, L'Observateur, Le Point, CNews, tous ces journaux, tous ces médias n'arrêtent pas, depuis la sortie de l'étude, de dézinguer le professeur. Sois la bienvenue, Michou. Non, non, il y a une équipe. Sois la bienvenue. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'aristocratie parisienne, elle est perméable, elle est ouverte en fait aux influences d'investisseurs qui ont déjà des parts substantielles des actions dans de grandes entreprises françaises. C'est ça qui se joue en fait, c'est ça qu'il y a en jeu aujourd'hui. Vous avez le lobby pharmaceutique qui a à sa botte le lobby médiatique qui est à la botte des grandes entreprises françaises et qui peuvent aider cette stratégie d'influence-là des grands lobbies pharmaceutiques. C'est ça le sujet. Le coût de production, et tonton, c'est ça le tonton Bernard, ce que tu me demandais tout à l'heure. Quel est le Pourquoi ils sont en guerre contre le professeur Raoult? Parce que le professeur Raoult propose un médicament qui est 10 fois moins cher, 10 fois moins cher que le médicament que propose Gilead. Le coût de production du Remdesivir a été estimé par une étude du Journal of Virus Eradication à moins d'1 $ par jour de traitement, donc 0,93 dollars par jour de traitement. Donc 93 cents, le dollar, 93 cents